Dans cet épisode, nous allons voir comment les scientifiques ont calculé le rayon de la Terre avec une bonne précision dès le XVIIe siècle, ce qui leur a permis plus tard, au XVIIIe, de départager deux théories de la gravitation, celle de Newton et celle de Descartes. En effet, si la gravitation de Newton a été rapidement acceptée en Angleterre, en France, beaucoup de scientifiques sont restés attachés à la théorie de René Descartes, un philosophe et un scientifique français. Descartes ne croyait pas au vide et pensait que l'espace était rempli d'une substance qu'il appelait l'éther. Et en tournant, le Soleil créait des tourbillons d'éther, et c'était ces tourbillons d'éther qui entraînaient les planètes et expliquaient ainsi leur mouvement. Comme je l'ai expliqué dans l'épisode précédent, pour départager ces deux théories, il faut qu'elles fassent des prédictions différentes. Ces prédictions vont porter sur la forme de la Terre, qui selon la théorie de Descartes doit être aplatie à l'équateur, car les tourbillons exercent une pression sur les parties situées plus vers le centre. La forme de la Terre devrait donc être en fuseau dans la théorie de Descartes, alors qu'elle doit être aplatie au pôle selon la théorie de Newton, du fait de la force centrifuge due à la rotation de la Terre, qui minimise les forces de gravitation à l'équateur. Les connaissances de la forme de la Terre et du rayon de la Terre sont liées puisqu'elles utilisent la même méthode inspirée d'Ératosthène, qui est un savant grec du IIIe siècle avant notre ère. Je représente l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, ainsi que les villes d'Alexandrie et Sienne, qui étaient situées à peu près sur le même méridien. Sienne est sur le tropique du Cancer, c'est-à-dire que le jour du solstice d'été à midi, les rayons arrivent parfaitement à la verticale et donc éclairent le fond d'un puits. C'est ce qu'avait remarqué Ératosthène. Donc si on prolonge par la pensée le rayon du Soleil, il atteint le centre de la Terre. À Alexandrie, il y avait un obélisque, lui aussi à la verticale. Donc si on prolonge de nouveau par la pensée sa direction, on atteint également le centre de la Terre. Et le même jour que le solstice d'été à midi, les rayons du Soleil projettent une ombre de l'obélisque, puisque cette ville n'est pas sur le tropique du Cancer. En mesurant la taille de l'ombre et connaissant la hauteur de l'obélisque, on peut calculer l'angle ici représenté en bleu. Et c'est le même angle que celui qu'on va appeler l'angle A, qui est l'angle que fait le centre de la Terre avec les deux villes. Il suffit alors de mesurer la distance entre les deux villes, et à l'époque d'Ératosthène, ça se faisait en comptant le nombre de pas des chameaux, ce qui n'est pas d'une redoutable précision, vous vous en doutez. D'autant qu'Ératosthène a utilisé comme unité le stade, mais à son époque, il y avait plusieurs valeurs pour cette unité. Ce n'était pas une unité unifiée, et on ne sait pas laquelle il a utilisée. C'est pourquoi son calcul n'a pas été pris au sérieux. En revanche, la méthode, elle est restée. Ainsi, une fois qu'on connaît cette distance correspondant à cet angle A, on peut savoir la circonférence de la Terre, qui, elle, correspond à un angle de 360 degrés. Et par une simple règle de 3, ou par un produit en croix, ou par la quatrième de proportionnelle, suivant votre âge et l'époque à laquelle vous avez été dans l'éducation nationale, on calcule facilement la circonférence. On divise cette circonférence par 2π pour avoir le rayon de la Terre. Voyons maintenant comment les géodésiens, qui étaient chargés de faire les cartes géographiques, calculaient dès le XVIIe siècle la distance entre deux villes que je représente ici par ces deux points. Ils utilisaient la méthode par triangulation. Il faut repérer entre les deux villes des points particuliers, des sommets de collines, des monuments hauts, etc. On mesure alors très précisément au sol la distance entre la première ville et le premier point particulier. Et depuis ces deux points, on va viser un autre point particulier pour mesurer les angles, que je représente ici en vert. Et il est plus facile et plus précis de mesurer des angles avec des appareils comme le quart de cercle ou le cercle répétiteur à partir du XVIIIe siècle que de mesurer une grande distance au sol à cause des dénivelés, à cause des obstacles. Une fois qu'on connaît la distance en bleu et les deux angles en vert, grâce à la géométrie et à la trigonométrie, on en déduit facilement les distances représentées en jaune. On se déplace alors le long de tous ces points particuliers et on mesure tous les angles, ce qui permet de calculer toutes ces distances en jaune. On peut alors calculer la distance précise entre ces deux villes. Pour la mesure de l'angle de latitude, il n'est plus nécessaire d'utiliser un obélisque comme Ératosthène, on mesure directement la latitude. Je représente ici l'axe de rotation de la Terre sur elle-même, qui pointe à peu près vers l'étoile polaire. Pour connaître l'altitude de ce lieu, il suffit de viser l'horizon et de mesurer l'angle que fait l'horizon avec la direction de l'étoile polaire, que je représente ici en rouge. L'étoile polaire étant excessivement loin, la visée en rouge et l'axe de rotation sont considérés comme parallèles. On vient donc de mesurer cet angle, et c'est le même angle que la latitude. La latitude étant par définition l'angle que forme le centre de la Terre avec l'équateur et le lieu considéré. Ces deux angles représentés en bleu sont égaux puisqu'ils sont tous les deux complémentaires à l'angle représenté en violet.
Grâce à ces méthodes pour calculer une distance entre deux villes et calculer l'angle que fait le centre de la Terre avec ces deux villes, on trouve dès le XVIIe siècle des valeurs correctes du rayon de la Terre. On en revient à la forme de la Terre, permettant de départager Newton et Descartes. Dans les années 1730, deux expéditions françaises, l'une partant au Pérou sur l'équateur et l'autre en Laponie près du cercle polaire, vont mesurer, grâce à la méthode de triangulation qu'on vient de voir, la distance obtenue lorsqu'on se déplace de 1 degré de latitude. Ces distances devront être différentes suivant la forme de la Terre. Plus grande à l'équateur dans le cadre de la théorie de Descartes et plus grande au pôle dans celui de Newton. Les mesures de ces expéditions vont corroborer la théorie de Newton qui s'impose alors aussi en France. Aujourd'hui, la mesure pour le rayon de la Terre est de 6378 km à l'équateur et de 6357 km au pôle, soit 6371 km en moyenne. Les mesures précises sont désormais réalisées à l'aide de photos aériennes, de satellites, ce qui n'empêche pas les géodésiens de faire encore des mesures depuis le sol. En combinant toutes ces techniques, on atteint des précisions de l'ordre de quelques dizaines de centimètres.